Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la très bienvenue à notre webinaire sur le leader post-corona, organisé par Recruit Global Staffing Belgium, le nouveau nom de notre holding anciennement USG People Belgium. En novembre dernier, j'ai eu l'occasion de participer à un webinaire sur le leadership organisé par l'ECHO. Et en tant que psychologue d'entreprise, Fabrice de Kerff et Piet Willeman ont y partagé leurs observations sur la façon dont les personnes et les organisations fonctionnent dans ce contexte assez particulier d'aujourd'hui, et notamment sur les défis que cela représente pour les dirigeants. Je me suis alors dit que cela pourrait être de l'oxygène et de l'inspiration pour nos propres managers et dirigeants et aussi pour nos clients et nos relations. Nous savons que la crise du corona n'est pas encore terminée et la fatigue commence à s'installer dans la société et sur le lieu de travail, avec souvent un impact sur le bien-être de nos gens, de nos employés. Nous dirigeons des organisations et des équipes depuis la maison ou derrière un écran comme maintenant. Alors, comment maintenir les collaborateurs en contact? Comment s'assurer que chacun est à bord, toujours impliqué dans l'organisation au sens large du terme, mais aussi dans le business du quotidien? C'est pas facile. Et cela nous oblige à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous préparer et aussi nous adapter dès maintenant et après le corona à la nouvelle façon de travailler pour l'avenir, parce que ça va changer. Et donc, j'espère qu'on peut vous inspirer à ce sujet-là. Ce webinaire, ça sera enregistré et je tiens également à vous remercier pour les nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance. Et Piet et Fabrice feront de leur mieux pour y répondre au cours de la prochaine heure. Piet et Fabrice, je suis heureux de vous passer la parole et je vous souhaite tous une session inspirante. Merci. Merci Cathy et bienvenue à tout le monde dans le monde merveilleux du leadership post-Covid. Je suis Fabrice et voilà Piet. Nous sommes des collègues qui ont pris maintenant la réalité de travailler ensemble, donc nous sommes des contacts réciproques, rapprochés. Et donc voilà, comme ça, nous sommes ensemble ici à vous raconter un petit peu plus sur le monde post-Covid. Et d'abord, je peux m'imaginer que vous dites, oui, post-Covid, nous sommes totalement au milieu de cette crise Covid-19, donc ce n'est pas terminé. Pourquoi est-ce que vous nommez ça post-Covid? Ben, en effet, nous sommes au milieu de cette crise, mais avec post-Covid, nous voulons entendre ce que nous avons observé depuis le début de cette crise, parce que par post-Covid, nous attendons vraiment une nouvelle façon de travailler qui sera vraiment différente. Et comme en effet Cathy l'a dit, ce n'est pas demain, c'est déjà en cours, ce changement de travail, mais certainement, ça sera une autre manière de fonctionner dans le futur qui ne sera pas le même qu'avant. Voilà, maladie nous est tombée du ciel tout à coup. Et en effet, nous sommes en train de poser les bases, nous crions vraiment en ça, nous sommes en train de poser les bases d'une méthode de travail qui sera indéniablement différente. Parce qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Et comme psychologue d'entreprise, Cathy l'a bien énoncé, nous travaillons pour de nombreuses organisations, des entreprises industrielles, des organisations institutionnelles, des entreprises de services, des médias. Et dans toutes ces entreprises, nous avons toujours été présents, jusqu'à présent, physiquement et de plus en plus virtuellement, pour parler et écouter, écouter des équipes de management, des CEO, mais aussi les employés. Et quand on écoute bien et quand on observe, on peut en ressortir des modèles récurrents, des observations qu'on ne peut pas nier, comme on dit en anglais, things you cannot help noticing. Nous ne pouvons pas nier les similarités des défis
auxquels les organisations si différentes en secteur et en taille sont confrontées, et aussi les similarités dans les manières qu'ils les affrontent. Ce sont quelques observations que nous allons montrer à vous, tirées de la vie pratique des organisations, avant et surtout après le début de la crise de Corona, et nous allons partager ça avec vous. Parce qu'il y a vraiment une différence entre avant et après. Si le coronavirus a un mérite, c'est de bien mettre à nu toute une série de réalités, des tendances qui existaient déjà dans notre entreprise et dans la société, mais que nous avons ignorées, que nous avons un petit peu postposées, essayé de pousser devant nous. Et de quoi s'agit-il? Des vérités qui deviennent évidentes, des ruptures qui sont finalement visibles, et des tendances qu'on ne peut plus nier. C'est un petit peu comme avec l'œuf. Au moment que l'œuf est sorti de sa coquille, c'est impossible de faire rentrer cet œuf cassé. Once you can see it, you cannot see it. Une fois que vous avez vu quelque chose, on ne peut pas plus le voir. Et au niveau sociétal, on a vu ça. On en savait déjà de loin que dans le secteur de soins, les hôpitaux, ils étaient sous-financés. Maintenant, nous savons ça tous et nous savons que dans le futur, on doit s'organiser différemment. Nous savions depuis longtemps que les structures décisionnelles de ce pays étaient trop complexes et maintenant, on sait qu'on doit réorganiser certaines choses. Mais aussi dans nos entreprises, nous avons vu que voilà, les directions d'entreprise étaient dorénavant organisées d'hommes blancs, grisonnants, cyniques, et que pour le futur, ça ne sera plus le cas. Et par exemple, les élections aux États-Unis nous ont montré qu'il y a vraiment un futur différent possible. Mais aussi pour les cadres intermédiaires qui continuent presque chaque jour à contrôler des collaborateurs qui veulent travailler quand même de plus en plus et qui doivent travailler de façon libre et autonome, nous voyons les conflits. Et nous voyons que dans le futur, on ne peut plus nier cette réalité. Et donc, dans chaque organisation, il y a des choses que chacun sait qu'on doit les changer. Vous les voyez autour de vous, votre personnel le voit, et nous, même en visitant votre entreprise, en étant spectateurs de loin, nous voyons ça. Oui, il y a des œufs cassés et ils ne rentreront plus dans leur coquille. Et nous avons résumé toutes ces observations dans 8 registres que Pete va vous raconter dans un ordre logique. Merci. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous aussi de ma part. Et c'est comme Fabrice disait, et je tiens à répéter le mot, ce sont des observations. Donc on n'a ni des grandes théories, ni des modèles, ce sont des observations que nous avons faites chez nos clients qui peuvent être utiles à vous peut-être. Et donc il y a une première observation qui est parmi les CEO, les managers, les directions de comité de nos clients, il y a en fait deux manières de réagir dans cette crise, dans le sens où il y a des gens qui montent sur scène, qui prennent le devant de leur organisation. Il y a ceux qui se disent, qui ne veulent surtout pas se mettre en première ligne pour l'instant, qui laissent la scène vide, et qui se disent, et on entend des choses comme c'est pas le moment de se fixer des grands objectifs, c'est pas le moment de nous mettre dans les phares, c'est pas le moment de prendre l'avant-plan. Et le but maintenant, c'est de laisser les gens faire leur travail. Et c'est noble, c'est juste, c'est modeste. On entend des choses, on ne sait pas où nous emmènera le futur, donc peut-être pas communiquer pour l'instant. Et tout ça, c'est un peu ce qu'on appelle le leadership timide. Et on le voit dans la moitié des cas, plus ou moins, de chez nos clients. Et c'est compréhensible, parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours quoi dire, et c'est même bien intentionné. Mais nous parlons aussi avec les gens à la base de ces organisations. On a eu le plaisir, le privilège d'avoir pas mal de workshops en humanité, ou des workshops maintenant par Zoom ou Skype. C'est pas la même chose, mais ça va. Et ce qu'on entend là, c'est que les gens disent nous ne savons pas très bien où va notre entreprise. Nous ne savons pas très bien ce que veut le management. On ne les entend pas, on ne les voit pas, ils ne disent rien. Et donc, alors ici, à notre niveau, on continue.
à faire les choses et on espère que c'est bien. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les employés se sentent perdus et incertains. Et on peut se dire, oui, welcome to the club, nous aussi, on se sent perdus et incertains, c'est vrai, mais n'oubliez pas que nous, vous, en tant que manager, CEO, middle management, vous avez un peu, au moins une vue sur ce qui se passe. Il y a pas mal d'employés qui sont restés chez eux pendant des mois, qui sont toujours là, qui se sentent comme nous tous perdus et incertains, mais qui ne savent même pas ce qui se passe. Et en fait, ce leadership timide, on ne peut pas se le permettre. Et comme disait Fabrice, ce sont des tendances qui étaient déjà là pré-corona, mais qui maintenant sont de plus en plus aiguës, hein, parce que si maintenant, dans ce moment-ci, on ne parvient pas, est-ce qu'ici un cadre et une vision, ben les gens vont baisser les bras, ils vont se laisser aller au cynisme, ils vont se fixer leurs propres objectifs, ou ils vont s'en aller, ou ils vont être dans la morosité. C'est le moment ou jamais de prendre le devant. Et ce n'est pas la même chose de faire de sorte que les processus et que la boîte tourne, que tout continue, c'est nécessaire, c'est crucial, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le leadership, ça c'est tout simplement de l'organisation efficace. Et quand on parle de leadership, et je vais répondre en l'occurrence à une question de David qui parlait de secteur de voyage, et il y a un cas que je veux vous montrer, voilà un homme. Il s'appelle Ronnie Bynes et c'est le CEO de Connections. Donc, Connections qu'on connaît des voyages, une organisation de voyage. Et on a eu le grand plaisir de travailler avec lui pendant quelques mois sur un trajet en 2019. Et en fait, comme organisation de voyage, évidemment, Connections a été fort impacté. Et c'est intéressant, cette photo vient du journal de tête. Il y a un article, et je vais citer quelques phrases de cet article parce que c'est très impressionnant, je trouve. Le week-end qui a suivi le tout premier confinement, Ronnie Bynes a adressé une lettre à ses collaborateurs en disant, parce qu'il savait, bon, je vais prendre de l'eau avec mon organisation, hein, mais le message était apaisant, rassurant, nous n'allons pas nous laisser abattre. Ensemble, nous allons nous en sortir. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Connections, en ne pouvant plus organiser des voyages à l'étranger, c'est-à-dire on va prendre et on va amener l'étranger ici, notamment à Durbuy, en Ardennes. Ils ont installé, c'est ce que vous voyez ici dans la photo, un camping de luxe avec le monde, les cuisines du monde, les concerts, quoi que ce soit. Et après l'été, maintenant ils organisent des promenades urbaines virtuelles, ils organisent des cours, et ils font plein de choses. Et que ça soit très clair, les revenus de ça ne commencent même pas à compenser les pertes qu'ils ont subies. Mais la question n'est pas une question d'argent. Hein. Dans ce qu'il se dit, c'est en fait, on ne fait pas ça pour nos clients. On fait pour nos clients en l'occurrence, mais on fait ça pour les gens parce que ça donne de l'énergie aux gens, ça donne une raison de s'enthousiasmer. Ça ne se traduit pas en chiffres, mais c'est d'autant plus important. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit, et on le voit littéralement ici. Il prend le devant, il dit, on ne va pas se laisser abattre, on va y aller. Et on connaît Ronnie, on a travaillé avec, ce n'est pas un grand théoricien, il déteste le PowerPoint, mais quand il parle, ben, ces gens, ils l'écoutent, parce qu'il les enthousiasme, il l'inspire. Est-ce que lui, il sait où ça va aller? Non, peut-être moins que chacun de nous. Quand on est dans le secteur de voyage, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas une raison de laisser tomber la tête et de se dire on y va. Donc en fait, ce qu'on dit là, c'est ne laissez pas la scène vide, hein, osez y aller et vos collaborateurs l'attendent. Et en plus, pour citer Ronnie une dernière fois, on ne sait jamais ce qu'on peut apprendre et ce que ça peut apporter pour l'après-corona. Donc ça, c'est une première chose. Et les collaborateurs, parce qu'il y tient beaucoup et il a construit son entreprise avec ses collaborateurs et c'est remarquable, il a perdu presque personne durant cette période. Et ça, c'est incroyable parce qu'il sait que ces talents-là, les agents de travail, de travel, les travel agents, hein, partout dans les différents endroits, ils sont restés, ils sont impliqués. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il sait que la valeur, c'est ces gens. Voilà. Et donc ça, c'est une première observation. C'est qu'il y a deux manières de fonctionner là-dedans. Et il y a une qui est nettement plus
adapté aux questions de ses collaborateurs. Et puis, quand on parle de prendre le devant, quand on parle de monter sur scène, il vaut mieux le faire avec un propos qui soit partagé et soutenu par son comité de direction. Que tous les nez soient pointés dans le même sens. Et ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours facile, et surtout pas dans les temps et les époques des Zoom et des Teams et des Skypes, ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais cette fausse unanimité, on ne peut pas se la permettre maintenant après cette crise. Et on l'a vu de façon très pointue chez un client où il y avait un comité de direction de 6 personnes et qui disait, mais en fait, j'ai jamais vécu un tel comité de direction. C'est vraiment incroyable comme on se complète, comme on pense de la même chose, qu'on a la même vision sur le futur et tout. Et tout le monde était ravi. À un certain moment, on a eu des entretiens individuels avec ces managers. Et là, on a remarqué qu'en fait, quand on pose vraiment les questions pointues, ben, ils sont d'accord sur rien. Ils étaient d'accord sur rien. Ils avaient des visions du futur vraiment divergentes. Et la raison pour laquelle ils pouvaient se dire qu'ils étaient dans une bonne équipe, qu'il y avait une unanimité, c'est parce qu'en fait, on évitait des grandes questions. On évitait des discussions difficiles. Et c'est logique, personne n'aime ça. Ça va être dur, ça va être difficile, peut-être il y aurait des conflits. Et donc, on ne pose pas des questions, pas les questions fondamentaux, on évite les discussions. Si on parle, on utilise des mots et des concepts bateaux et tout le monde croit qu'on veut dire la même chose, or on a toute une autre interprétation. Et c'est quelque chose maintenant, plus que jamais, qu'on ne peut pas se permettre. Parce que, d'abord, il y a plus de chances des malentendus à cause du fait qu'on travaille de la façon dont on travaille, mais aussi parce que, plus qu'avant, les gens se posent des questions, et des questions de plus en plus pointues, et s'il n'y a pas la même réponse partout, ben, c'est difficile et ça augmente encore l'incertitude. Donc, conclusion, osons parler, et osons insister, et demander, poser des questions, jusqu'à ce que tout le monde ait compris la même chose, et que tout le monde soit au bord du même bateau. Et donc, effectivement, de cette façon-là, je suis sûr qu'on va découvrir qu'on a beaucoup plus en commun qu'on le pense. Mais on a souvent un peu peur d'ouvrir cette boîte, mais il y a l'optimisme que vous partagez beaucoup plus que vous le pensez. Et je vais l'illustrer avec un cas, un de nos clients qui est le Croix-Rouge de Flandre, où on a, avant le premier confinement, pendant 2 ans, je crois, on s'est vu avec le management une fois tous les 6 semaines, donc quand même avec une certaine régularité, pour discuter du calendrier des projets. Et en fait, notre seul rôle était là de poser des questions difficiles, gênantes peut-être de temps en temps, de dire, oui mais attends, ce projet-là, on le fait parce qu'on l'a toujours fait, par tradition, ou on le fait parce qu'on a des bonnes raisons. Et ces raisons-là, ça s'intègre dans un cadre de vision sur lequel on s'est agréé, ou c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Et on est tous d'accord. Et est-ce qu'on estime comprendre ce que l'autre veut dire? Et c'est un rôle qui est, oui, parfois ennuyeux, j'imagine. Et il y a toujours 3 choses qui se passent. D'abord, on a des réponses qui sont toujours légèrement divergents. Puis il y a toujours une grande discussion, mais au final, la 3e chose qu'on voit, c'est qu'on peut se mettre derrière un accord, on peut se mettre derrière des décisions qui sont prises en pleine conscience, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on se dit, oser discuter. Et oser discuter, je pense que c'est au top management, mais je pense aussi au niveau de votre équipe, je pense que c'est important. Je pense que oser ouvrir la discussion, oser de dire même comme manager, moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais regardons ensemble comment on peut le faire. C'est une sorte d'humilité qui était vraiment importante dans ces jours pour montrer qu'en effet, ce n'est pas avec une sorte de solution magique que nous allons résoudre les choses, c'est avec un dialogue et avec un plan qu'on peut se faire en commun, qu'on peut avancer clairement. Yes. Et quand on dit ça, et quand on dit on va en parler de qui nous sommes, etc., c'est peut-être un peu
une règle un peu bizarre, hein, oser être content ou contente de vous-même. En fait, une observation qu'on a, et de nouveau, ça va être ennuyeux que je me répète, que je répète, mais ça date de pré-corona, déjà, c'est que c'est souvent, quand on est chez le client, que c'est nous, en tant que personne quand même extérieure, d'être plus impressionnés par ce que fait et ce que est une organisation que l'organisation elle-même. Donc on est souvent, qu'on est là en train de travailler, qu'on est en train d'insister parfois lourdement, de dire, attends, regardez vous-même, ce que vous faites, c'est quand même génial, ce que vous faites, c'est quand même bien ce que vous faites. Et c'est difficile d'installer ou de revoir cette étincelle dans le regard qui dit, mais finalement, tout compte fait, c'est peut-être pas si mal ce qu'on fait. Et je crois que c'est le moment, plus que jamais, d'avoir une certaine bienveillance, une certaine clémence même sur soi-même, en se disant, mais tiens, tout qu'on fait, on est quand même bien. On a fait des bonnes choses. Et même si... Et on est toujours en train de voir, et c'est logique, on est toujours en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Il y a des gourous de changement qui disent, oui, il faut tout changer. Mais même si c'était le cas, et c'est un grand si, hein, bien à ce moment-là, il faut partir d'une bonne base, d'une base de confiance en soi, une base d'optimisme, d'une base de oui, on fait quand même des choses bien, et on a quand même souvent l'impression que c'est difficile pour l'entreprise de se dire on est quand même pas mal, pas si mal que ça, et c'est souvent notre rôle en fait d'être là. Et par exemple, il y a un cas récent où on était chez les restaurants Colmar, le groupe de restaurants, où il y avait, où nous avons remarqué que les conclusions qu'on a tirées ensemble à la fin d'un trajet, il y avait pas mal de recommandations dedans, dont les gens se disaient, mais en fait, on l'a fait déjà. On l'a fait déjà dans le passé. C'est quelque chose qui n'est pas étranger à nous. Et d'un côté, qu'on avait un peu perdu en cours de route, un peu oublié. Et c'est pas mal de se rendre compte de ça, parce que ça donne une confiance. Ça se dit, attends, apparemment, on a quand même quelques bons réflexes. Et ça donne de l'optimisme, ça donne de l'encouragement pour ce qui suit dans ces temps difficiles. Et donc, c'est bien d'oser de se regarder dans le miroir. Et souvent, oui, c'est un miroir qui est attendu par quelqu'un d'autre d'extérieur, comme nous, par exemple, pour réaliser qu'on a fait un bon travail. Et donc, c'est quelque chose, c'est une longueur d'avance que vous avez. C'est une base de confiance en soi qu'on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser. Bon, parlant justement des collaborateurs qui ont besoin, qui sont rassurés, voilà un titre un peu bizarre. C'est les collaborateurs sont comme des border collies. Et en l'occurrence, juste avant le premier confinement, on a dû dire adieu à le border collie chez nous, qui avait 16 ans, donc c'est un âge respectable. Et en fait, ce qui m'a appris, ce chien, c'est que en fait, un border collie, et peut-être d'autres chiens aussi, j'en sais rien, deviennent ennuyeux, deviennent embêtants, deviennent énervants quand ils n'ont rien à faire. Mais si on lui donne quelque chose à faire, et ça peut être juste attraper une balle ou quoi que ce soit, ou se promener, ou en l'occurrence, quand il voit des moutons les chasser, ça c'est un peu plus embêtant en promenade, mais bon, soit. Mais à ce moment-là, il devient heureux et content et chouette et agréable, mais c'est le moment où il n'en a rien à faire, où il ne peut pas contribuer dans sa vision, qu'il était vraiment embêtant et même anxieux de temps en temps. Et en fait, on ne veut pas être irrespectueux, mais la plupart des employés, c'est pareil. Ils ne sont pas des border collies, mais en fait, ce que nous avons remarqué, et on a eu, comme je disais déjà, le privilège de parler avec pas mal de gens à la base des organisations, des rédacteurs d'une société de médias, des consultants dans un fonds d'allocation sociale, des ouvriers, pas mal d'ouvriers ensuite, des collaborateurs d'un centre de santé, quoi que ce soit, hein, des gens vraiment qui travaillent tout le temps, que ce soit depuis leur maison ou ailleurs, il y a quelque chose qu'ils ont presque tous en commun, c'est qu'ils rêvent d'un travail qui a du sens, ils rêvent d'une chance d'exploiter leur talent, ils rêvent d'une chance de contribuer positivement. Hein? On ne nous demande jamais rien, mais est-ce qu'on ne peut pas aider?
on nous demande juste rien, mais la routine, ça me rend dingue. Et quand vous pensez que la routine vous rend dingue, c'est la même chose pour vos collaborateurs. Ce sont des border collies. Donne-moi cette balle à attraper. Et en fait, non, ils n'ont pas tous cette âme. On le sait bien. Peut-être que ce n'est pas 100%. Peut-être que ce n'est que 70%. Mais même à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant de modeler son organisation, de construire son organisation autour des 70% des gens qui veulent bien que des 30% qui traînent la patte, pour rester dans l'analogie. Et par exemple, quand on pense au premier confinement, je ne sais pas chez vous, mais il y a pas mal de gens, ou parmi vous, mais il y a pas mal de gens que je connais qui ont commencé, on est dans le confinement, je vais peindre cette chambre-là, je vais peindre le couloir, quoi que ce soit, hein, ils veulent peindre. Maintenant, un de nos clients, c'est Boss Paints, et vous les connaissez peut-être aussi parce qu'ils ont la chaîne de magasins Colora. Et en fait, ils s'en souviennent du début du premier confinement parce qu'en fait, il y avait des commandes, ça explosait, leur webshop chez Colora, les magasins même physiques étaient fermés, mais le webshop, il a explosé. Et en fait, les livraisons ont eu du mal à suivre. C'était vraiment un peu l'explosion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est passé après. Et c'était un peu à la demande du CEO, qui est Toon Bossert. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les commerciaux, les laborants, les réceptionnistes, tous les gens qui étaient à la maison, qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient pas être là, ils ont pris leur propre voiture et ils ont livré les commandes chez les clients, avec leur propre voiture, dans leur temps, et avec enthousiasme, avec plaisir, et ils ont été heureux de pouvoir faire quelque chose de très concret, c'est-à-dire, je prends cette livraison et je la délivre. Et en fait, c'est pour utiliser un mot de Toon, c'est le meilleur team building que j'ai jamais eu. Parce que on demande quelque chose aux gens, on leur donne une chance de contribuer. Et tout ça, c'est une source de volontarisme, d'énergie qui est là et qui ne demande pas mieux d'être utilisée. Maintenant, mais aussi en post-corona, n'oublions jamais ça. Et oser donc, en tant que leader, oser demander de l'aide. Et on a eu souvent on a la question, oui, mais vous parlez de soutenir vos employés, soutenir les collaborateurs, mais qui nous soutient nous? Qui nous aide nous en tant que leader? Hein? Qui est là pour nous? Et dans votre situation concrète, je ne sais pas, mais je suis convaincu que vous êtes entouré, plus que vous vous en rendez compte, par des gens qui sont prêts à aider. Il suffit juste de le demander, il suffit d'oser demander, vous êtes entouré des gens qui veulent. Et tout ça nous amène à une conclusion un peu audacieuse, même voire provocative. Trop provocatif sans doute, c'est que le bien-être de vos employés est une conséquence, pas un objectif. Et de nouveau, c'est noir et blanc, et la réalité n'est pas noir et blanc. Mais ce qu'on veut dire là, c'est évidemment le bien-être des employés, au deuxième confinement, encore beaucoup plus qu'au premier, c'est vraiment un point d'attention, c'est vraiment un souci. Et c'est clair. Donc on n'est pas en train de dire que le bien-être n'est pas important. Et on a tous essayé les e-apéros et on a tous essayé des petits déjeuners qui sont livrés à la maison. Et c'est bien, et c'est chouette, et c'est attentif, et ça aide. Mais ça a une courte durée, un. Et deux, ce n'est que superficiel. Et le superficiel, ça peut être chouette et ça peut faire du plaisir. Mais le fond de la chose, c'est que les gens veulent contribuer. Et en fait, il y a de tout ce qu'on est en train de dire, il y a trois choses en fait que les gens avec qui on a parlé veulent. C'est une vision, un cadre, on en a déjà parlé, avec le podium, la scène qui ne peut pas être vide. Et puis la contribution, c'est le border collie. Aidez-les à contribuer et 70% de vos gens vous diront merci. Et puis il y a un troisième, donc la vision, le cadre, la contribution, et puis il y a l'appartenance. Et je sais que c'est aussi un grand souci, parce que je crois que 80% des questions qu'on reçoit, c'est justement comment est-ce que je peux
garder mon team, cet esprit d'entreprise, cette culture, cet esprit de clan. Hein. Et donc, oui, soyez plus qu'une entreprise, soyez une communauté, oui. On a beau le dire, mais effectivement, et le mot communauté, on peut dire que c'est un peu, avec les réseaux sociaux, le mot communauté est un peu dévalué. Mais je crois que là, dans cette crise, ce mot-là a repris toute son importance. Parce que il y a pas mal de CEO qu'on entend qui disent « j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai encore une organisation. Mon équipe se désagrège. Tout est en train de tomber. » Et en fait, nous sommes des optimistes. Nous voyons toujours le verre à moitié plein. Et quand 80% des questions qu'on reçoit sont des questions sur le team, pour nous, c'est une raison d'optimisme. Pourquoi? Parce que finalement, je veux dire, finalement, l'importance du teamwork et de la culture et l'appartenance, finalement, c'est sur le premier plan. Parce qu'avant, ouais, c'était... Non, maintenant, c'est la question que tout le monde a, c'est le team, l'appartenance. Et que, s'il te plaît, après la corona, on peut garder cette idée, on peut tenir ça en tête, que c'est tellement important. Et honnêtement, pour nous-mêmes, hein, on a pas mal de clients qui sont des gens qui construisent des choses, qui font des choses, des machines lourdes. On a un client en France qui est dans l'économie circulaire, et c'est un autre mot pour dire qu'ils aillent chercher des animaux morts et des déchets animaliers dans les dans les abattoirs, pardon. Donc c'est vraiment un job très sale. Et quand je vois ça, nous on est là avec mission, vision and purpose et tout ça, c'est un peu le problème de luxe. C'est volatile, ça veut rien dire. Mais c'est justement pour ces gens-là que c'est extrêmement important. Et c'est la crise Covid qui nous a montré que l'appartenance, que savoir, et parfois ce sont des gens qui opèrent dans des grands groupes internationaux, ils se demandent, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je travaille? C'est quoi mon tribut? Hein? Et en fait, on parle des grandes entreprises, mais une grande entreprise est composée de petites entreprises, de petites cellules, et vous-même, vous êtes le CEO peut-être d'une petite cellule. Et en fait, c'est la première chose à faire, c'est expliciter ça et dire voilà, on est une famille, on est ensemble. Et souvent, c'est des choses comme nous de la comptabilité, ce genre de choses, ce sentiment. Plus que jamais, il faut l'installer, il faut l'expliciter, il faut l'entretenir. Il y a une expression qu'on dit ceci auquel on donne de l'attention croît. Donc c'est comme une plante, il faut donner de l'attention, alors ça va pousser. Il faut entretenir ça, il faut donner ça de l'air, de l'oxygène. Hein. Et l'esprit de communauté, c'est essentiel. Et d'autant plus, et il y a pas mal de questions là-dessus aussi, on peut en revenir si on veut, d'autant plus que tout le monde ne travaille plus au même endroit. Hein, ça c'est clair, on a le télétravail. Et qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte qu'on voit plus que jamais la personne tout entière. Et c'est quelque chose que peut-être on sous-estime, mais depuis 10 mois et demi entre-temps, plus ou moins, non, 10 mois, non, 11 mois, on est en train de faire des Zooms et des Skype et des Teams et des Hangouts et que sais-je. Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'on sous-estime et on oublie que ça veut dire que depuis 11 mois, on est sans cesse en train de regarder dans les intérieurs et les maisons de nos collaborateurs. C'est-à-dire, maintenant, on a vu nos collaborateurs, nos collègues, nos chefs dans des tenues dont on ne savait pas qu'ils avaient. Maintenant, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo qui date de 2018 ou 2019 d'un prof qui est en train, sur la BBC, et puis son gamin qui entre. On a tous été dans cette situation pendant 11 mois. On a vu les chiens et les chats, on a vu les enfants, on a vu l'intérieur, on s'est dit, oh, c'est de beaux bouquins que vous avez là. En fait, on a eu un regard dans la vie privée
et les autres ont eu un regard dans notre vie privée. Et tout d'un coup, on n'est pas seulement des collègues ou des chefs, on est des êtres humains. Et on ne peut plus séparer ça. Et où on ne peut plus maintenir l'illusion de séparer ça. Parce qu'on savait honnêtement déjà avant que si on est malade, que si on a des problèmes à la maison, ça a une répercussion sur son boulot. On le sait. On sait s'il y a des gens, nos collaborateurs qui ont des problèmes à la maison, ça va se faire sentir. On le savait déjà. Maintenant, on ne peut plus ne pas l'avoir. Même chose d'ailleurs, côté marketing, on sait que nous-mêmes, on est irrationnels. Peut-être qu'on a acheté beaucoup trop de papier toilette alors du confinement. Mais pourquoi est-ce qu'on attend que les consommateurs soient rationnels? Et maintenant, on se rend compte qu'on est tous humains. Est-ce que ça va disparaître post-Covid? Peut-être, mais espérons que non. Espérons qu'effectivement, on peut continuer, comme on l'a appris les 11 derniers mois, de voir nos collègues comme des personnes sous toutes leurs facettes, pas seulement les facettes professionnelles. Parce que ça, c'est la réalité. C'est comme ça qu'agissent les gens. Et c'est pas, oh, maintenant, on doit être humain. Non, on l'était toujours. Maintenant, on se réalise. Hein? Et oui, le côté physique est important. Et ce que vous voyez là, c'est une photo d'une église. Je sais que ça ne ressemble pas à une église très traditionnelle, mais c'est une église à Gand où qui peut héberger 200 personnes. On a fait des réunions physiques là, avec une dizaine de personnes, comme vous le voyez là. Et oui, c'est encombrant et ça prend du temps, et ça prend de l'argent, tout ça, oui. Mais parfois, il faut se voir en physique. On a eu pas mal de questions des gens qui disent « Je suis dans un team, je suis team leader ou j'appartiens à un team qui ne s'est jamais vu en physique parce que ça s'est passé après le confinement. » Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le téléwork et le Zoom, etc., etc. Mais quand même, essayez, ne fût-ce qu'une fois et en respectant toutes les règles, de se voir physiquement. Et puis on redémarre, et puis ça peut encore prendre 3 mois qu'on ne se voit plus, mais de temps en temps, c'est nécessaire pour se gronder, pour être vraiment, pour être ensemble, vraiment comme être humain. C'est essentiel. Et on voit, par exemple, un de nos clients, et c'est vrai, il a un team de 4 personnes, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a un team de 4 personnes qui est partout en Belgique. C'est bilingue, donc il y a des gens en Liège, il y a des gens en Ardennes, il y a Bruxelles, il y a Bruges. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parcouru le pays pour, avec chaque membre de son équipe, aller se promener dans leurs environs pendant 2 heures. On peut se dire, oui, mais c'est quand même un grand investissement de temps. Hein. Oui, mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. Hein. Et 2, ça rapporte, c'est un team qui se construit ou qui s'entretient de cette façon-là. Et on peut se dire, oui, mais ça prend du temps, oui. Et est-ce que dans le nouveau normal, ça va toujours prendre autant de temps? Ben, peut-être, j'espère, plus qu'avant. Parce que je ne suis pas sûr qu'on donne trop de temps à ça maintenant. Peut-être qu'on donnait trop peu de temps à ça avant. Il y a une question ici concrètement de Christophe qui dit oui, voilà, on fait comment quand nos employés sont en chômage Covid pour les solliciter à nous aider, parce que nous sommes une salle de sport et nous sommes fermés. Alors clairement, au niveau légal, je pense que ce n'est pas évident d'inviter les gens à aider, mais s'il n'y a pas de relation qu'on a humainement et qu'on n'est pas une équipe humaine, ça va être très difficile de demander aux gens de faire aider ou de venir aider quand ils sont en confinement et qu'ils ne peuvent pas. Mais quand vous investissez dans ce contact humain, même en tant qu'ils sont en chômage, par exemple, vous, comme vous êtes dans le sport, vous organisez des tournois ensemble, que vous allez courir ensemble. Il y a moyen de construire une sorte de relation qui, à ce moment-là, pourrait être positif pour avoir cette confiance et cette volonté de venir. Mais l'important, c'est qu'on ne construit ça pas au moment même, c'est quelque chose qu'on construit pour le futur. En fait, je vais être
personnel, là, le décor que vous voyez là, c'est un restaurant, c'est le restaurant de ma copine, et donc, tout comme la salle sportive, c'est fermé depuis maintenant bien plus que 100 jours. La raison pour laquelle on peut l'utiliser pour l'instant, en fait. Voilà. Et effectivement, les collaborateurs sont tous en chômage temporaire, mais ils ont un contact régulier et ma copine leur demande qu'est-ce que vous pensez de ça et si on va rouvrir, comment est-ce qu'on va faire des choses. Et oui, du point de vue légal, je ne sais même pas s'ils peuvent demander ça ou quoi que ce soit, mais c'est les aider à construire une vision de ce qui va se passer après, même si on ne sait pas quand sera ce après. Bon, et un dernier point avant de repasser la parole à Fabrice, c'est peut-être la plus grande observation, je sais que je l'ai déjà dit quelques fois, mais bon, c'est quand même une des plus grandes observations qu'on a vues, c'est que même pré-corona, je crois que la moitié des intakes qu'on faisait avec des clients commençaient avec la phrase « Oh, on a quand même un problème avec notre cadre moyen, on a quand même un problème avec notre direction intermédiaire, avec le middle management ou quoi qu'on a pu l'appeler. C'est comme si ils ne veulent pas suivre, c'est comme si on ne parvient pas à les atteindre, nous avons vraiment un problème avec nos cadres moyens. » Et c'est presque le problème des cadres moyens. Et effectivement, il y a deux choses là-dessus. Effectivement, le Covid n'aide pas. Effectivement, justement, le cadre moyen souffre du manque d'intervention et de contrôle, parce qu'on reçoit pas mal de questions sur quelle est la balance entre contrôle et confiance. Donc ça, c'est une chose, le Covid n'aide pas. Mais le Covid ne fait que démontrer quelque chose qui existait avant, qui est que très souvent, le cadre moyen est vu comme un moyen de contrôle, est vu comme un moyen de passer des instructions de haut en bas. Et effectivement, si on les considère comme cela, le Covid est un grand défi, parce qu'on ne peut plus faire ça, on doit faire confiance aux gens. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens méritent bien cette confiance. Ça, c'est une grande conclusion qui aura un effet après. Parce que si une fois, l'œuf cassé, une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne plus le voir, une fois qu'on constate qu'on peut faire confiance à la plupart des gens, et de nouveau, que ce soit 70%, c'est quand même la majorité encore, ils ne vont plus accepter d'être contrôlés tout le temps. Et je crois que c'est le moment ou jamais, peut-être c'est la conclusion, le moment pour atteindre toutes ces contributions et le grand cadre et tout ça dont on vient de parler, et l'appartenance surtout dont on vient de parler, c'est un outil très fort pourrait être le cadre moyen. Et ce n'est pas un système de contrôle, c'est comme une prise électrique, ça passe le courant, ça passe l'énergie de haut en bas, de bas en haut. Et peut-être qu'on peut les voir moins comme des contrôleurs, mais comme des régisseurs, comme des coachs, comme des coordinateurs, comme les gens au milieu de l'entreprise qui fait que ça tourne, qui fait que ça continue à tourner. Et donc, non, don't cut the middle management, c'est renforce. Et je crois que David avait une question là-dessus. Pascal, pardon, avait une question là-dessus. Comment est-ce qu'on fait et c'est pas facile, parce que je croyais qu'il utilisait un mot que j'aimais bien, des managers qui sont plus à l'aise dans la gestion des chiffres qu'avec ce qu'on pourrait appeler le réel du travail. Eh bien, on sera obligé de rentrer dans le réel du travail. Et c'est une évolution et c'est une adaptation. Et très souvent, le cadre moyen, ce sont des gens qui ont été formés dans un modèle hiérarchique contrôleux. Et je crois que peut-être la plus grande mission pour un top manager et des CEO et un comité de direction, c'est aider leur middle management à devenir des superconducteurs d'énergie au lieu de supercontrôleurs. Et ça, et devenir la plaque tournante de l'entreprise. Et on l'a vu avec un client, nous, PSA, qui est dans le business des conteneurs au port d'Anvers, ici en l'occurrence, où ils ont un grand projet de changement et la direction était là en train de dire « Oh là là, le middle management va être le problème ». On est 6 mois plus tard et ce qui pousse le projet, c'est le middle management. Parce qu'ils se sont trouvés
entre eux, ils se sont rencontrés entre eux et maintenant ils sont la plaque tournante, le moteur du changement. Et quand on peut avoir ça, et je reviens sur oser demander de l'aide, ben à ce moment-là, ils sont en aide pour la direction de direction. Ça devient le soutien sur lequel tourne toute l'entreprise. Et je pense que cette réalité, en effet, Pete, c'est aussi une réalité que beaucoup de managers, beaucoup de team leaders à n'importe quel niveau se sentent seuls devant les grands défis qu'ils doivent, avec leur équipe, parfois essayer de changer les choses, vraiment trouver des moyens de fonctionner. Et ils se sentent seuls. Et je pense qu'une des choses qu'on a appris et qu'on a essayé de même instaurer dans différentes entreprises, c'est qu'ils ne sont pas seuls quand ils regardent leurs collègues, autres team leaders, comme des aides, des interlocuteurs auxquels ils peuvent dire, voilà, comment est-ce que toi tu fais ça? Comment est-ce que tu saurais résoudre ce problème? Comment est-ce que tu parles avec votre équipe? Et nous avons très bien vu quand nous avons mis ensemble des team leaders et on a dit, voilà, notre seule raison, c'est d'essayer de démontrer avec des exemples comment l'un ou l'autre trouve des solutions. Ça a vraiment inspiré, et ce n'était pas nous, nous avons simplement créé le climat, mais ils ont vraiment aidé l'un par rapport à l'autre. Et donc, oser demander non seulement les questions, des réponses et poser des questions aux managers on top, c'est surtout trouver des alliances, des alliés qui sont dans la même situation. Et je pense qu'avec votre équipe, il y a aussi des questions, on dit voilà, comment on perd quand même pas mal de contacts, c'est quand même parfois d'instaurer ce contact à des moments simples. Par exemple, il y a un team meeting à 10 heures, ben voilà, commencer un quart d'heure d'avance et laisser le temps de prendre un petit peu de temps de demander comment ça va. Et l'informel et le formel doit devenir quelque chose, tout comme on a regardé les maisons, le formel et l'informel doit quelque chose qui presque danse ensemble. Et cette danse, c'est quelque chose qu'on a retenu comme verbe de management, c'est danser, c'est essayer de trouver et de donner et quand même demander aux gens. Covid nous apprend que c'est plus en plus la réalité avec laquelle il faut... Et on sait tous que si on veut bien danser, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Voilà. Il y a une partie, se laisser aller dedans. Et effectivement, comme disait Fabrice, laisser un peu de temps pour ce que quelqu'un a appelé les inutilités utiles. Voilà. Et je crois que si Corona nous appelait en quelque chose, c'est d'avoir un œil pour cela. Voilà. Et oui, Corona nous a vraiment aussi appris, et ça c'est un petit peu ce que je montre ici, c'est que c'est le moment d'aborder tous ces sujets. Parce que le timing, c'est hyper important et on connaît ça de ce avocat, il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mûr. Tout à coup, il est mûr et le lendemain, c'est pour la poubelle parce qu'il a dépassé. Et je pense que pendant cette crise, nous avons vraiment remarqué que beaucoup d'organisations avaient reporté beaucoup de décisions parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Et maintenant, par ce crise Covid, ils ont vu que voilà, ils n'avaient pas de ressources pour communiquer informellement avec les gens. Il n'y avait pas de relations humaines avec les équipes. Et même au niveau des ouvriers dans des entreprises de production, il n'y avait pas de relations avec le management. Ils venaient et ils sortaient, et il n'y avait pas de grande vision. Et nous sommes par exemple en train d'instaurer des tournées des managements partout dans des usines d'une grande entreprise internationale pour vraiment expliquer dans chaque équipe comment est-ce qu'on va faire les choses et aussi les écouter de quoi ils ont besoin pour réaliser ça. Et puis, donner à ces équipes l'opportunité de venir avec des solutions et avec des idées. Et bon, le monde n'entend pas, c'est aussi une réalité parce qu'il y a de plus en plus des éléments de ce monde qui sont venus sur l'agenda.
Et quand on parle de la diversité, hein, il est clair que les comités de direction, les équipes unilatéralement hommes grises ou bleus dans les blazers, hein, c'est fini. Je pense que clairement, hein, ça change et les élections américaines nous ont montré aussi qu'il y a un futur différent qui est possible et qui est déjà là dans la réalité des choses. Et le climat, ce n'est pas quelque chose de loin, mais c'est vraiment quelque chose, hein, qui est une réalité qu'on doit intégrer dans notre manière de fonctionner. Et par exemple, et ça même comme case encore intéressant, hein, nous avons une équipe de médias à Bruxelles qui parle sur Bruxelles, et on a vu qu'ils étaient presque tous voilà, belges, blancs, comme on peut le dire. Et donc, quand ils veulent vraiment être une image, être un reflet de la société à Bruxelles, il fallait vraiment devenir beaucoup plus diverses dans leur réalité, dans leur façon de travailler. Et ce sont des réalités qu'on ne peut plus nier dans notre manière de fonctionner. Et donc, ce sont des réalités, hein, voilà, indéniables qu'on doit vivre et qu'on doit gérer. Et donc, le plus important, je pense que le fil rouge de ce qu'on dit, c'est qu'il y a un dénominateur commun, c'est n'oubliez pas d'être humain. Et je pense que si on a ça en tête, hein, après le Covid, hein, les aspects humains vont rester et devenir encore plus importants que jamais. Et c'est enthousiasmer les gens, c'est inspirer, oser écouter, oser discuter, et aussi être fiers ensemble de ce qu'on sait faire ensemble, donner confiance et avoir confiance, se retrouver ensemble et essayer de faire des moments ensemble où on dit comment est-ce qu'on fait et être ouvert à des solutions des équipes pour devenir aux mêmes longueurs d'onde, pour apprendre à se connaître vraiment, à transmettre de l'énergie. Je pense que ça, c'est le plus important quand on est dans le leadership, n'importe où dans une société, et vraiment voir les gens comme des gens et pas comme des numéros. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a appris tous. Voilà. Alors, beaucoup de nos clients ont osé faire ce pas, et on voit quand même toujours qu'il y a pas mal de sociétés qui freinent, qui n'osent pas, qui n'ont pas encore compris que c'est le moment de le faire. Et parfois, on dit aussi, même si le top management ne voit pas encore, hein, parce que c'était une des questions, hein, si le top management ne voit pas encore qu'il faut changer, qu'est-ce que moi je peux faire? Ben, essayez de construire déjà cette énergie, cette ouverture d'esprit dans votre équipe et montrer que c'est possible, et ça va être vraiment quelque chose… En des mots, Covid, de créer des bulles positives. Oui, voilà, voilà. Et ça va être quelque chose qui va, si ça se fait, ça va vraiment s'instaurer dans toute l'organisation de manière positive. Et c'est encourageant, donc nous sommes positifs, mais c'est vraiment oser d'approcher cette manière de fonctionner humainement comme base. Voilà. Je pense qu'on a eu tout ce qu'on voulait dire. Des questions sont presque tous dites. Hein. Donner du temps, prendre du temps, je pense que c'est sur beaucoup de questions, c'est vraiment donner la place aux humains. Ça, c'est le plus important. Et maintenant, je laisse la parole à Cathy pour conclure. Merci. Merci Pete et Fabrice pour tous vos bons conseils. Je remarque que chaque société est confrontée aux mêmes défis. Également, quand je vois pour notre organisation, nous voyons aussi que la nécessité de rester connecté avec nos collègues, aussi connecté avec l'organisation.
Et je confirme que travailler en confiance et en autonomie, ça reste crucial. Ensemble avec notre middle management, faire appel à nos gens, à nos collaborateurs. L'importance du travail en équipe, nous sommes tous des êtres humains, comme vous venez de le citer, et les relations humaines, ça reste important, certainement, dans les périodes comme celle-ci. Et je voudrais terminer par souhaiter à tout le monde ici dans l'audience beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace et de confiance pour relever les défis qui sont devant nous. Mais j'ai beaucoup de confiance qu'on va faire ça bien ensemble et nous continuerons à danser parce que j'aime bien cette phrase-là. Un grand merci à tout le monde et à la prochaine fois.